Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Marine Le Pen déboutée au nom de la transparence par le Conseil constitutionnel, saisi de la question de la publicité des 500 parrainages pour la présidente du Front National. Il n'y a plus de fonctionnement démocratique. Bataille de chiffres aujourd'hui entre le gouvernement et le Sénat de gauche sur le nombre d'emplois qui seront effectivement créés par l'instauration de la TVA sociale. Dominique Strauss-Kahn placé en garde à vue aujourd'hui pour complicité de proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire du Carlton à Lille. Sa garde à vue devrait être prolongée. Et puis en débat ce soir dans le 19 h, derrière la création de la carte d'identité biométrique, le fichier dit des gens honnêtes est-il digne d'Orwell? Face à face tout à l'heure, la socialiste Virginie Claes et l'UMP Jean-René Le Serre. Et puis nous verrons également au cours de cette édition comment le litre d'essence à 1,60 € voire plus modifie notre rapport pratique et même affectif à l'automobile. La règle imposant de rendre public les 500 signatures d'élus pour concourir à la présidentielle est donc toujours valable. Le Conseil constitutionnel, tout à l'heure, a fait connaître sa décision dans un communiqué publié en fin d'après-midi sur son site internet. Bérangère Dinglas. Le Conseil constitutionnel a jugé la question posée par Marine Le Pen légitime. Il y a répondu négativement. Les sages ont rappelé que le fait de donner sa signature ne pouvait être assimilé à un vote et n'avait de ce fait pas à être secret. Selon eux, la publicité des signatures existe pour une raison de transparence, ce qui ne s'oppose pas au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Marine Le Pen avait saisi le Conseil constitutionnel en lui demandant de rétablir l'anonymat des signatures. La candidate frontiste faisait valoir qu'en dépit de l'audience de son parti, environ 17% dans les sondages, elle peine à rassembler les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Selon elle, les maires font l'objet de pressions ne leur permettant pas de donner leur signature en toute liberté. Lors de l'audience du 17 février dernier, Corinne Lepage et Christine Boutin s'étaient également jointes à la réclamation du Front National. Et ce soir, bien sûr, Marine Le Pen s'indigne, elle est déboutée. La réaction tout à l'heure de son père, recueillie par Mounir Soussi. Je ne suis pas particulièrement étonné. Compte tenu de la composition du Conseil constitutionnel, je crois qu'il fallait faire la démarche. Mais je ne m'attendais pas à une autre décision que celle-là, sachant la manière dont ils sont nommés. L'UMP a pensé que Sarkozy n'était pas certain d'être au deuxième tour et que Marine Le Pen lui prenait la place et dans ces conditions-là, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour l'en empêcher. Voilà donc pour le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen qui a pourtant confessé il y a quelques heures que sa fille était prête d'obtenir les 500 parrainages nécessaires. Deux réactions rapides sur ce plateau, deux réactions politiques pour le Parti Socialiste. Madame Claes, comment est-ce que vous réagissez, et en votre nom personnel, à cette décision du Conseil constitutionnel? C'est plus à mon nom personnel parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. À mon avis, on ne change pas les règles du jeu en cours de route. S'il fallait changer les choses, il fallait y penser bien avant. Il y a longtemps qu'on en parle, qu'on le sait. C'est comme ça. Ça relève encore de la manipulation et de la communication pour moi. Jean-René Le Serre, sénateur UMP. Par hypothèse, le Conseil constitutionnel a toujours raison. D'autre part, je n'ai jamais douté de la possibilité et même de la certitude pour Marine Le Pen d'obtenir ces 500 signatures. Mais je crois que c'est quand même un vrai problème et que le législateur organique devra y revenir Après le scrutin. Après l'élection. Après le plus tard. Vous êtes d'accord tous les deux sur ce point. Merci d'avoir réagi à cette information donc qui nous est parvenue en fin d'après-midi de la part du Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy en immersion dans les entreprises. Rungis, où l'on se lève tôt, et il y était ce matin, très tôt, pour la visite du pavillon de la viande, pour contester justement les affirmations de Marine Le Pen sur la viande halal qui inonderait le marché. À noter toutefois les précisions apportées par la Chambre d'agriculture aujourd'hui qui a confirmé que 100% de la viande abattue en Île-de-France l'était de façon rituelle, mais elle ne représente que moins de 5% de la viande consommée en Île-de-France. Plus tard, le président candidat s'est donc rendu en Charente-Maritime, cette fois chez Alstom, l'occasion d'évoquer le sort d'ArcelorMittal en Moselle. On fera tout pour que Florange rouvre, a déclaré le président candidat Nicolas Sarkozy. Les métallurgistes attendent une solution viable sur le long terme. La réaction tout à l'heure de Françoise Chérec, le leader de la CFDT, était l'invité de Preuve par 3 sur Public Sénat. Il reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir créé de faux espoirs.
Quand il est allé à Gandrange, il leur a dit « Faites-moi confiance, je reviendrai, je trouverai des solutions ». Il n'est pas revenu parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Donc il a créé un faux espoir. Un faux espoir. Aujourd'hui, il est en train de dire à ceux de Florange, la même entreprise, à quelques kilomètres, la même chose. Attention, les gens ont confiance aux politiques. À force de faire des promesses, en particulier dans les entreprises, et de ne pas les respecter, on crée une méfiance vis-à-vis des politiques. Ça aussi, c'est pas bon pour la démocratie. Donc ce que j'attends des politiques quand ils y vont, c'est de faire des propositions et de les mettre en œuvre et de faire des propositions qui ne soient pas des promesses à côté de la plaque. Le secrétaire général de la CFDT, invité de preuve par 3. Le budget rectificatif, y compris la TVA sociale, a été voté à l'Assemblée nationale. Il n'en va pas de même au Sénat où la gauche compte faire barrage. Le gouvernement et le PS sont d'ailleurs engagés dans une bataille de chiffres sur l'effet sur l'emploi, l'effet réel sur l'emploi de la TVA sociale. Fabrice Cunet. Nous ne sommes pas favorables au fait que tous les Français payent une augmentation de TVA, y compris ceux qui ont le moins d'argent. Donc on ne peut pas laisser passer cela. Début du bras de fer au Sénat sur la TVA sociale. Pas question de voter un texte du président désormais candidat. Le gouvernement défend cette réforme en annonçant autour de 100 000 créations d'emplois sur 3 ans. Le PS n'a pas le même scénario. J'arrive à un calcul qui fait qu'on pourrait être entre une fourchette de peut-être moins 20 000, plus 10 000 emplois. Donc je suis de toute façon très loin du chiffre avancé par Madame Pécresse. S'il défend l'idée d'un changement dans le financement de la protection sociale, le centriste Jean Arthuis critique le calendrier comme la méthode et les chiffres avancés par le gouvernement. Je trouve que toutes ces prévisions sont sujettes à caution naturellement, mais pourquoi si peu et pourquoi si tard? À l'UMP, la consigne est donnée de serrer les rangs malgré certaines réticences au départ. Cette bataille de chiffres, en réalité, elle est juste là pour stériliser le débat. Une fois de plus, une fois de plus. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'aujourd'hui, le Sénat stérilise tout. L'OFCE, dans une récente étude, renvoie tout le monde dos à dos. Le résultat sur l'emploi de la TVA sociale serait nul. Si chacun avance son scénario, c'est qu'il dépend en fait de la réaction des chefs d'entreprise face à une baisse des charges. Une réaction difficile à prévoir dans un contexte économique fragile. Autre débat politique assez vif sur fond de crise européenne. Abstention annoncée des députés socialistes sur la création du mécanisme européen de stabilité. Il s'agit du processus financier permettant de prévenir les pays de la zone euro contre une nouvelle crise de la dette. François Fillon dénonce aujourd'hui une faute historique du Parti socialiste qui choisit donc l'abstention quand Jean-Luc Mélenchon adjure ses anciens camarades du PS de voter contre ce mécanisme qui, selon lui, est synonyme d'austérité et de perte de souveraineté. Nathalie Guillouard. L'abstention socialiste sur le mécanisme européen de stabilité ne passe pas au front de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon le fait savoir haut et fort en dénonçant ce qu'il considère comme un modèle austéritaire. Depuis quand la campagne des socialistes justifie-t-elle l'abstention alors qu'eux-mêmes disent qu'ils veulent renégocier le traité? Où a-t-on vu qu'on renégocie un traité auquel on ne s'est pas opposé? À gauche toujours, les Verts aussi voient rouge. Réunis ce matin, les parlementaires écologistes rejettent en bloc le mécanisme de prévention des crises financières. À l'Assemblée comme au Sénat, leurs voix sont unanimes. D'une part, les socialistes ils font ce qu'ils veulent et c'est leur problème. Voilà. Et puis nous votons très clairement contre le traité instituant le MES. C'est notre manifestation de volonté de plus de mécanismes régulateurs, de plus d'institutions qui puissent permettre effectivement de la solidarité. La mauvaise humeur d'une partie de la gauche n'entame pas la ligne socialiste. L'objectif des soutiens de François Hollande reste le même, renégocier le futur traité européen. Une renégociation qui ne doit pas être compromise par un vote négatif sur ce texte. Nous ne votons pas contre parce que nous ne voulons pas compromettre le mécanisme de soutien qui est apporté aux pays qui ont des difficultés. Mais pour autant, nous voulons pouvoir renégocier ou au moins reprendre certains aspects du traité. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous préserverons mieux l'avenir de cette manière. L'abstention nous paraissait la moins mauvaise des solutions. Destinée à devenir le pare-feu de la zone euro contre les crises de la dette souveraine, la question de l'efficacité du mécanisme européen de stabilité est essentielle à l'heure où la Grèce est plongée dans la crise.
Le Sénat met en place le passeport biologique pour les sportifs contre le dopage. Ce projet a été voté dans un grand consensus droite-gauche aujourd'hui. Comme cela peut donc arriver. Sinon, eh bien, il y a le débat controversé toujours au Sénat aujourd'hui sur le fichier central des identités. Un fichier devant centraliser des données sur l'ensemble des Français. Et derrière l'intention louable de lutte contre les usurpations d'identité, la gauche voit une menace pour les libertés publiques. Explication avant notre débat, Elisa Bertolomé. C'est sur le développement inquiétant du phénomène d'usurpation d'identité que s'appuie la droite sénatoriale. Le constat est inquiétant et nécessite pour elle une meilleure protection des citoyens. L'année dernière, il y a eu 216 000 victimes au niveau national au titre de l'usurpation de documents administratifs. C'est ce qui est énorme. Il faut absolument qu'on arrive à sécuriser le problème de la carte d'identité, de la carte vitale et bien sûr du passeport. Pour sécuriser la carte d'identité, le texte prévoit la création d'un immense fichier biométrique. La carte contiendrait, en plus des données personnelles, 2 empreintes digitales du détenteur et sa photographie. Mais c'est bien cette base de données qui inquiète les opposants à la loi. Ils craignent qu'elle ne permette d'identifier trop facilement un individu. C'est ce qu'on appelle le lien fort. Une identité est rattachée à une biométrie. La gauche demande des garanties. Elle préfère qu'une identité soit reliée à 10 000 biométries potentielles. Objectif, protéger les libertés individuelles. Nous sommes très attachés à la protection des libertés individuelles. Nous ne voulons pas d'un Big Brother qui serait un fichier énorme qui finirait par connaître tout de vous, de moi, de tout le monde, et qui finirait par détruire la notion même de liberté individuelle, de vie privée, de vie personnelle. Une position appuyée par la CNIL, la Commission informatique et liberté privilégie le lien faible au lien fort. Le Sénat doit maintenant tenter de trouver un consensus. Les invités du 19h, ils se sont déjà exprimés dans cette édition. Virginie Claes, donc sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, et Jean-René Lecerf, sénateur UMP du Nord. Alors c'est la 4e fois que le Sénat se penche sur ce fichier. Le Sénat, on le sait, très sourcilleux sur la question des libertés publiques. Où est la menace dans ce projet lié donc à la mise en place d'une carte d'identité sécurisée, Madame Claes? Non, le danger n'est pas dans la mise en place de la carte d'identité numérisée. Le danger, il est dans la constitution de la base de données centralisée et dans ce qui va relier les empreintes biométriques à l'identité biographique des personnes. Donc, pas tout à fait de la même façon qui a été dit tout à l'heure. Pour moi, c'est pas une identité et 100 000 biométries, pardon, c'est 100 000 identités et 100 000 biométries. C'est-à-dire qu'au lieu de lier ensemble le lien fort défendu par l'UMP, oui, au lieu de lier ensemble effectivement une identité et les empreintes digitales, la photo numérisée, etc., nous, on relie des tiroirs qui contiennent 100 000 identités biographiques d'un côté et 100 000 identités biométriques de l'autre. Au nom de la protection des libertés. Tout à fait. Monsieur Lecerf, d'abord, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie? Parce qu'il n'est pas sûr que l'on comprenne tout à fait de quoi on parle. On parle de ces nouvelles cartes d'identité, donc, qui vont contenir certaines de nos données biométriques individuelles, évidemment, forcément. 2 empreintes digitales. En fait. 2 empreintes digitales, une photo? Une photo numérisée, mais ça c'était déjà le cas. La couleur de nos yeux? Mais ça c'était déjà le cas aussi. Déjà le cas. Bon. Tout à fait. Donc, voilà. Ce qu'il y a de nouveau, c'est les empreintes digitales. C'est la possibilité de reconnaître un homme parmi des millions et même parmi des milliards d'hommes. Mais comme je suis un homme de consensus, moi je tiens d'abord à dire qu'il y a bien des points sur lesquels nous sommes d'accord. Donc peut-être plus avec le Parti socialiste ici au Sénat qu'avec l'UMP de l'Assemblée nationale, Monsieur Lecerf. Non, pas vraiment. Non. Mais je pense ça arrive parfois. Ça arrive parfois, mais globalement, on est d'accord sur quoi? On est d'accord sur l'importance de l'usurpation d'identité. C'est vraiment une infraction qui nuit à la vie de nos contemporains. Près de 200 000 personnes donc chaque année. Là, le chiffre est contesté. Enfin, oui, vous l'acceptez? Peu importe le chiffre, 100 000, c'est une situation épouvantable pour les gens qui la subissent. Et en augmentation, voilà, épouvantable. C'est-à-dire qu'on voit son identité usurpée et utilisée par autrui. Quelqu'un commet des infractions, c'est vous qui êtes puni. Quelqu'un contracte un emprunt, c'est vous qui remboursez. Vous ne pouvez pas vous marier. Tout à fait. Donc, on ne peut pas se sortir. C'est très compliqué de se sortir de ce genre de situation, même sur le plan administratif. Deuxième accord, il n'y a pas d'un côté des obsédés de la sécurité qui se moqueraient de la liberté, qui grosso modo seraient la droite, et d'un autre côté des obsédés de la liberté qui se moqueraient de la sécurité, qui grosso modo seraient la gauche. Parfois c'est la caricature qu'on entend. Mais ce n'est pas le cas. Les uns comme les autres, nous essayons effectivement de concilier la sécurité de la protection de l'identité qu'on doit aux citoyens, et d'autre part la sauvegarde des libertés.
liberté et de la vie privée. Oui. Troisième élément d'accord, c'est ce que vient de dire ma collègue Virginie Claes, nous sommes d'accord en fait sur la constitution d'une base de données qui regroupe donc l'ensemble de la population qui sollicitera la carte d'identité. Notre seul désaccord porte sur, il est important, porte sur l'architecture de la base. La base que souhaite le Parti socialiste, Virginie Claes, c'est effectivement une base à lien faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison directe entre l'empreinte digitale et puis l'identité. Je trouve votre empreinte ici, je ne sais pas que c'est votre empreinte, je ne peux pas savoir que c'est vous qui êtes concerné. Tandis que la majorité de l'Assemblée nationale et la minorité du Sénat souhaitent une base à lien fort, c'est-à-dire souhaitent qu'à partir de l'empreinte digitale, on puisse immédiatement remonter à l'identité de la personne. Présenté comme ça, j'ai envie de dire que la différence est minime, Madame Claes. Or, le Parti socialiste dénonce un fichier à la Orwell. Oui, parce que la différence semble minime comme ça, mais c'est dans l'application qui peut en être faite. Qu'est-ce qu'on risque? Le souci si on peut identifier mon empreinte digitale demain. C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure en séance. Le premier risque, le plus important sans doute, il est les intrusions dans ce fichier et la réutilisation des empreintes digitales et des données biographiques qui seront en face par n'importe qui. Aucun fichier n'est inviolable. Donc on met à la disposition des malfaisants, entre guillemets, des malveillants. Qui, à part les policiers, peuvent accéder à ces fichiers? Attendez, à la CIA, personne ne peut accéder aux fichiers non plus théoriquement. À Bercy, personne ne peut accéder aux fichiers théoriquement. Les banques, personne ne peut accéder aux fichiers théoriquement. La carte vitale est sécurisée, personne ne peut en fabriquer. Il y en a 7 millions de trop, etc., etc. Donc je crois qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Aucun fichier n'est inviolable. Donc celui-là l'est comme les autres, même si on le protège. Et c'est un outil particulièrement puissant. Donc à disposition, une fois de plus, de personnes malveillantes, escrocs, terroristes, etc. C'est une véritable bombe. Et à disposition d'un gouvernement peu pointilleux sur les libertés publiques, on est en démocratie aujourd'hui, il faut espérer qu'on le sera toujours, mais on ne peut pas en être certain. Donc à disposition d'un gouvernement peu pointilleux sur les libertés publiques, ou à disposition d'individus dans un gouvernement ou d'individus à responsabilité peu pointilleux eux aussi sur les sécurités publiques, c'est un outil extrêmement dangereux. Alors, Monsieur Le Serre, est-ce que c'est un excès de précaution selon vous, ou bien il y a des choses fondées dans ce que vous entendez là? Je pense qu'il y a effectivement un excès de précaution, parce que nous avons multiplié les garanties juridiques. Nous avons multiplié les garanties juridiques, par exemple, nous avons prévu l'interdiction de croiser les fichiers, nous avons prévu l'interdiction de la reconnaissance faciale, nous avons prévu que la possibilité d'entrer sur la base de données, c'est même pas les gendarmes ou le policier qui peuvent rentrer, c'est gendarmes et policiers sur autorisation des magistrats. Sinon, on ne rentre pas. Ne pourra se faire que dans le cadre, justement, des infractions d'usurpation d'identité et également pour la reconnaissance des cadavres lors de catastrophes, un peu comme celle du navire qui s'est échoué récemment. Donc on a pris toute une série de garanties qui sont des garanties juridiques. Ce que la gauche souhaiterait, c'est d'ajouter à ces garanties juridiques qu'elle a voté d'ailleurs, une garantie technique, le fait que techniquement on ne puisse pas effectivement passer de l'empreinte digitale, de votre empreinte à votre identité. Alors en même temps on se dit si on ne fait pas ça, ça sert à quoi? Ça sert déjà beaucoup. Ça sert déjà à protéger effectivement contre l'usurpation d'identité. En revanche, ça ne permet pas de remonter jusqu'à l'usurpateur. Ah d'accord. Alors c'est là où on est en désaccord, puisque mon collègue dit on a mis des protections qui sont juridiques. Or, moi les exemples que je vous ai donnés de mal-utilisation, c'est justement dans le cadre où on enfreint la loi. Donc on a quand même un outil, une bombe atomique, c'est pareil, c'est un outil puissant et dangereux. Malgré tout, on sait que des États voyous qui ne sont pas censés l'avoir l'ont. Donc voilà, notre souci, il est déjà là. Ensuite, contrairement à ce qui peut être dit, il n'est pas totalement inutile, puisque justement, si on trouve votre empreinte, nous dans la base de données à lien faible, on relie 2 tiroirs l'un à l'autre qui contiennent 100 000 identités biographiques d'un côté, 100 000 identités biométriques de l'autre. Dans le cadre d'une catastrophe, par exemple, comme celle récente là, du navire, vous trouvez un cadavre. Vous avez, merci, le nom m'échappait. Vous trouvez un cadavre, vous voulez l'identifier, vous savez plus qui c'est. Vous prenez malgré tout son empreinte digitale. Avec son empreinte digitale, vous trouvez le tiroir dans lequel il est rangé. Donc vous avez le choix entre 100 000 identités possibles, puisqu'on peut remonter. Ça fait beaucoup. Oui. Mais je rappelle quand même. Pour les obsèques, là, ça va pas être simple. Hein. Je rappelle tout de même que sur Terre, 50% des hommes sont des femmes. Autrement dit, sur les 100 000 identités dans le tiroir, vous pouvez déjà en retirer la moitié parce que vous savez si vous avez un homme ou une femme devant vous. Vous avez à peu près l'âge de la personne. Vous savez pour si identifier
identifier un cadavre, ça c'est quand même... Vous savez si c'est un enfant, un nouveau-né, un adulte ou un vieillard. D'accord. Vous retirez encore un certain nombre d'identités biographiques. Vous savez qui était dans le Concordia. Vous avez la couleur des cheveux, éventuellement. Vous avez la taille, vous avez plein de choses. Le chemin court, c'est trop dangereux pour les libertés. Oui, voilà. Le chemin court devient un outil beaucoup trop dangereux pour les libertés, alors que là, avec un chemin tout petit peu plus long... Dans d'autres cas de figure, non pas d'essai accidentel, d'identifier les usurpateurs plus rapidement. Alors. Mais les usurpateurs, on les identifie. Vous savez, rapidement, c'est quoi? Avec l'ordinateur, ce système de filtre avec l'ordinateur, c'est quelques minutes de questionnement à l'ordinateur sur ces histoires de filtres, et au bout de quelques minutes, vous avez des réponses en face. Et ce qui est important... 100 000 personnes, c'est pas quelques minutes, chers collègues. Aussi, avec les ordinateurs actuels, si regardez le nombre de réponses que vous avez avec Google quand vous faites une interrogation et le nombre de sites, de pages qu'il a analysé. Conduire à 100 000 identités. Comment on va faire parmi les 100 000 pour distinguer? Moi, ça me fait un peu penser, si vous voulez. Chaque fois que je dis des associations de défense des droits de l'homme, qui sont des associations éminemment respectables, les gens me disent il faut que les cartes d'identité soient falsifiables. Je leur dis pourquoi? Parce que, me répondent-ils, on pourrait en revenir à la situation du régime de Vichy et puis de la Gestapo. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ils me disent également, il n'est pas question qu'on utilise notre passe Navigo. Virginie Claes n'utilise pas ce genre d'argument. On ne veut pas savoir si on descend à la gare du Nord ou si on descend à Châtelet. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faudrait également que toutes ces personnes-là, si vous voulez, n'aient pas de GPS dans leur voiture, ne se servent pas de téléphone portable, parce que sinon, même quand on leur... Ou ne livrent pas elles-mêmes parfois leurs propres données à Facebook ou d'autres... Tout à fait. Sinon, de toute façon, l'usurpation d'identité sur Internet, elle va rester possible et ça reste aussi un fléau. Là, on ne lutte pas contre cette usurpation d'identité-là. Il y a la seconde puce qui va permettre, effectivement, la seconde puce qui est une puce facultative, qui sera un élément extrêmement important pour lutter contre l'usurpation d'identité sur Internet, qui permettra... Pour les achats, mais pas pour la vie quotidienne. Je veux dire, pour les achats, pour les déclarations à l'administration, pour déclarer vos impôts. Oui, ça d'accord, mais ce que je veux dire, c'est, on parlait des réseaux sociaux tout de suite, donc sur Facebook, etc., les escroqueries et compagnie pourront persister sur Internet. Je crois qu'il ne faut pas s'illusionner là-dessus. Et pour revenir à je laisse une empreinte digitale et on ne peut pas remonter à qui a laissé l'empreinte digitale, si à partir du moment où il y a un fait répréhensible, où il y a un juge qui est nommé ou un procureur qui est nommé qui a une enquête, le juge peut effectivement décider de déverrouiller les fichiers, de les croiser en fonction des circonstances et de ce qui est commis, chercher les personnes disparues, les auteurs d'infractions sexuelles, etc. Et on peut croiser les fichiers. Donc quand on est dans quelque chose de juridique, quand on est dans une procédure judiciaire, on peut croiser les fichiers et on peut remonter à l'identité. Ça, il n'y a que le lien fort qui le permet. Non, alors voilà, lien faible, lien fort, deux conceptions s'affrontent. Je vous laisse mes empreintes. Pragmatique et peut-être... Moi aussi, je les ai beaucoup laissées. Philosophique, en tous les cas, irréconciliable sur ce plateau. Merci à tous les deux. Là, vous êtes en désaccord. Mais sur un point. Sur un point, c'est le point clé, le point primordial. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre et puis de nous faire comprendre quand même plus précisément de quoi il s'agit. On parle de toute autre chose maintenant. La hausse continue du prix de l'essence que vous constatez évidemment à la pompe change notre rapport à l'automobile. Moins de passion, semble-t-il, et un début de désintérêt. Guillaume Ullmann. La voiture n'a plus la cote et le temps de la bagnole défendue en son temps par Georges Pompidou semble bien s'enrayer. Trop c'est trop, la hausse continue des prix de l'essence à la pompe lasse désormais les plus aguerris des conducteurs. Je prends le Vélib. Là, je peux pas, mais je prends le Vélib en général. Première conséquence, on roule moins. Depuis 10 ans, la circulation autoroutière chute et on hésite avant de sortir sa voiture du garage. Et puis, on s'organise. Les transports en commun retrouvent une nouvelle jeunesse, des bus plus confortables, des tramways qui se développent, des réseaux plus denses poussent l'automobiliste à voyager autrement. Enfin, un signe qui ne trompe pas, la ruée sur les vélos. La petite reine aussi écologique qu'efficace se substitue aux 4 roues. À Paris, Vélib est un succès. Preuve qu'un coup de pédale rivalise facilement avec un coup de pompe, à essence bien sûr. Voilà, avec nous Catherine Espinasse. Bonsoir madame, vous êtes psychosociologue spécialiste des mobilités. Et vous nous confirmez que la flambée du prix de l'essence change notre rapport à la voiture? Absolument. On le prix de l'essence entame notre amour de cet objet qui a été vraiment un objet culte depuis la dernière guerre mondiale jusqu'à il y a quelques années encore. C'est un objet, je vais dire, qui marque les vies et un objet où on a vécu aussi des choses affectives. Vous avez évoqué la dimension affective. Surtout donc, je dirais, un objet auquel est attachée une génération, les seniors,
Mais le lien n'était pas si fort que ça. Je ne vais pas reprendre l'expression du lien faible ou du lien fort qui nous a beaucoup occupé juste avant. Oui. Parce que pour quelques centimes d'euros en plus, on l'abandonnerait, cette voiture? Je crois qu'il y a l'augmentation du prix de l'essence qui est la première cause, mais il y a d'autres causes. Je pense aussi qu'il y a quand même... Quelle cause? Il y a d'autres causes, c'est-à-dire que les urbains, les gens qui ont la chance de vivre dans des grandes agglomérations, ont quand même une offre de transport collectif. Et c'est la première fois qu'on assiste à une inversion de cette courbe de l'usage de la voiture qui enfin diminue un peu, pas partout en France, mais en tout cas dans les grandes agglomérations, il y a une diminution de l'usage de la voiture par rapport aussi à la pollution, par rapport aux difficultés de stationnement, par rapport à peut-être une mauvaise conscience, par rapport au développement durable. Et donc je trouve que cette transformation silencieuse de nos habitudes et de nos usages en termes de mobilité, de déplacement, est plutôt une bonne chose. C'est une victoire sans combattre finalement pour ceux qui voulaient réserver moins de place à l'automobile, dans les villes notamment. C'est une victoire. Je pense qu'il y a eu aussi des combats. Il y a eu des villes qui ont beaucoup investi, non seulement dans les transports collectifs, mais aussi dans des pistes cyclables. On voit aussi des mobilités dites douces, mais qui sont particulièrement actives, telles le vélo et la marche, qui émergent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, selon vous, un point de rupture absolu? C'est-à-dire un moment où on ne prendra plus du tout sa voiture? Je ne sais pas, le litre à 2 €, on y est presque, le litre à 2,50 €? Non, je ne pourrais pas vous donner un seuil de rupture, mais en tout cas, les populations ne sont pas égales aussi par rapport à cette problématique de la hausse du prix de l'essence, puisqu'on a quand même en milieu rural l'obligation, souvent, d'avoir une voiture, voire plusieurs véhicules dans une même famille, parce qu'il n'y a pas d'offre de transport collectif, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors que dans les villes, les urbains ont cette chance de pouvoir choisir. Il y a des alternatives, évidemment. Voilà. C'est très inquiétant ce que vous dites, et ce que vous confirmez ce soir, pour l'industrie automobile qui tire toute l'économie dans un pays. C'est vrai en France. C'est inquiétant. Est-ce que le secteur pourra se renouveler? Je ne suis pas économiste, donc j'aurais beaucoup de mal à répondre à votre question. Mais je pense que c'est peut-être aussi l'opportunité d'inventer d'autres façons de se déplacer. Moi, je pense que c'est une opportunité, ce petit désamour de la voiture. Je pense qu'on va peut-être inventer d'autres rapports. Par exemple, peut-être que les constructeurs eux-mêmes vont inventer d'autres voitures qui sauront nous séduire toujours. Ou d'autres véhicules collectifs, ou d'autres façons aussi d'envisager la voiture. On peut peut-être la partager. L'auto-partage, le covoiturage. Les sites de covoiturage connaissent un succès incroyable, paraît-il. Absolument. Les sites de covoiturage connaissent beaucoup de succès, sans parler de tout ce qui est covoiturage informel, de voisinage, sans passer par des sites qui existent aussi. Donc je pense que ça, c'est quand même une remise en cause peut-être d'une forme d'égoïsme presque. On était souvent seul dans sa voiture, dans sa bulle. Une forme d'égoïsme, ça peut être un refuge pour certaines personnes, se retrouver enfin seul à son volant. Hein. Certes, j'ai réalisé des études sur l'automobile et sur le rapport à la voiture qui prouvent quand même que c'est un rapport très affectif. Voilà, merci. Mais de moins en moins. Hein. De moins en moins. Merci à vous, merci beaucoup pour cet éclairage. À 22 h, c'est Sonia Mabrouk que vous retrouverez pour le prochain journal sur Public Sénat, suivi de Preuve par 3 avec François Chérec, à suivre sur la chaîne parlementaire Doc à Doc. Bonsoir et à demain 19 h. Quel flegme, pas le moindre mouvement de recul, pas la moindre manifestation d'émotion au moment où la poudre blanche s'abat sur lui. Cette image a été vue par beaucoup comme la preuve d'une grande maîtrise du candidat socialiste. Mais que dit-elle sur lui? La question se pose dans chaque campagne, à chaque fois que les politiques se font entarter, chahuter ou prendre à partie. Cette semaine, nous déshabillons en tout bien tout honneur les Sarkozy, Hollande, Bayrou et Le Pen face au risque du métier.
Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 22h45 sur Public Sénat. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. Parler de ce printemps du jasmin. Sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Comment vous jugez son action dans cette tempête? Parce qu'à l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins. Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22h sur Public Sénat.